on en reparle, mais on en reparlera dans les débats par visio si vous voulez. Et on va surtout parler de la récupération. Parce que là, c'est le plus gros débat qu'il existe, ça c'est sûr et certain. Et vous marquez dans la récupération, j'ai pas marqué du tout permet d'éviter les courbatures, permet de mieux récupérer. Ok, j'ai mis juste régule le tonus et les tensions musculaires. Pourquoi? Vous le savez, et c'est encore dans la tête des gens, pendant très longtemps, on a dit que pour récupérer, il fallait s'étirer. Parce que ça évitait les courbatures, d'accord, parce que ça permet une meilleure récupération. Enfin bref, on l'expliquait pas forcément aux gens, mais ça c'est passé dans l'imaginaire des gens. D'ailleurs, vous voyez maintenant les gens qui font leur footing, derrière ils s'étirent tout de suite. On leur demande pourquoi, vous leur demandez, ou les gens qui vont à la salle, ils vont dire bah, ça me permet de récupérer. Et combien de fois encore maintenant, en 2020, j'entends des gens qui disent ah moi je vais m'étirer après ma séance, je vais éviter les courbatures. Ok, bon, on peut pas leur en vouloir, ils l'ont entendu forcément quelque part. En fait, la légende de ça, ça part d'un mec qui s'appelle Cometti, Gilles Cometti. C'était un Français qui a fait de gros travail sur la physiologie du sport, préparateur physique notamment de la Juve, etc. Qui a d'ailleurs son DU, diplôme universitaire de préparation physique à Dijon. Lui il était basé à Dijon, donc pas très loin d'ici. Et qui est mort en 2000, je sais pas, il a dû mourir en 2010, 2011, enfin par là. Ce brave homme, c'est lui qui a commencé à dire voilà les étirements très importants, important de s'étirer. Donc il avait noté une importance de la souplesse et des étirements et il l'avait relié à la récupération. Donc c'est passé dans la tête des gens et voilà. Sauf que c'est lui-même qui était revenu, qui a fait le plus gros travaux pour revenir sur ces déclarations-là dans les années 2000, au début des années 2000, en disant étirement. Il avait même fait un article, je me souviens, je l'avais lu et ça avait fait étirement, arrêtez tout, voilà. Comme quoi en fait, il revenait sur tout ce qu'il avait dit, comme quoi même des éminents physiologistes peuvent revenir sur ce qu'ils ont dit et revenir, c'est bien d'ailleurs, se remettre en question en disant que finalement les étirements c'était tout sauf bon pour récupérer. On va expliquer pourquoi, d'accord? Donc déjà ça n'empêche pas d'avoir des courbatures. On sait que les courbatures ce sont l'expression des micro-lésions musculaires. Quand je m'entraîne, je fais des micro-lésions musculaires. De ce fait, je crée une réaction inflammatoire qui a pour but de reconstruire les fibres musculaires, d'accord? Et c'est cette réaction inflammatoire que vous ressentez. On sent les courbatures. Donc déjà, si votre muscle est déjà lésé, il y a déjà des micro-lésions sur votre muscle, si vous tirez dessus, vous faites qu'accentuer les micro-lésions, d'accord? Donc ça n'empêche surtout pas d'avoir des courbatures, première chose. Ensuite, en ce qui concerne la récupération pure et dure, il expliquait, comme il dit, que quand vous allez étirer un muscle, d'accord, sur l'instant T, le fait d'étirer le muscle, vous allez étirer les fibres musculaires, donc leur donner la longueur, et autour des fibres musculaires, il y a tous les capillaires sanguins. On sait que la récupération, elle est permise par l'élimination des déchets, par le sang, donc le passage du muscle au sang des déchets, et à l'inverse, l'apport des nutriments qui vont venir resynthétiser, restocker au niveau glycogène, apporter tous les éléments pour revenir à l'homéostasie, éliminer les déchets, apporter les nutriments. D'accord? Donc il faut que les surfaces d'échange entre le muscle et les vaisseaux sanguins, les capillaires sanguins autour, soient importantes pour qu'il y ait un maximum de passage. Et en fait, le fait d'étirer comme ceci, la fibre, vous étirez aussi les capillaires sanguins qui sont autour et en fait, la section, là vous avez la fibre et le capillaire sanguin, ça c'est la surface de contact. Le fait d'étirer, vous allez venir sur une section plus fine, donc avec une surface de contact plus fine, et donc vous allez limiter les échanges pour éliminer les déchets et apporter les nutriments. Donc en fait, c'est contre-productif. Vous ne récupérez pas mieux à l'instant T. D'accord? Au contraire, vous allez limiter la récupération. Là, je parle d'étirement tenu, c'est-à-dire je parle d'étirements de souplesse, d'étirements qui sont forcés, longs dans le temps et forcés, on va chercher l'amplitude. D'accord? C'est pour ça que j'ai bien mis pour récupérer, régule le tonus et les tensions musculaires. En fait, il s'avère que pour les étirements après effort, les seuls qui vont être tolérés et intéressants, ça va être les étirements courts, 10-12 secondes, et sans mise en tension musculaire. C'est-à-dire, enfin, juste une mise en tension, mais on n'exagère pas, on ne cherche pas à aller loin dans l'amplitude. Dès que le muscle est en tension, on ne touche plus. On ne va pas plus loin dans l'amplitude et on le tient 10 à 12 secondes. Le but étant juste de réguler le tonus et les tensions musculaires. Quand les fibres se contractent comme ceci, d'accord, ça fait ce geste-là, vous savez, épondactine et myosine. Donc des fois, il y a des configurations un petit peu qui changent, elles se deviennent un petit peu désordonnées. Donc le but, c'est juste de réguler le tonus comme ceci et de peigner un petit peu les fibres musculaires, comme cela. Donc ça serait la seule chose intéressante de s'étirer après et avec ce type d'étirement. Court, juste une mise en tension, pas plus. D'accord? Et c'est même pas obligatoire. D'accord? C'est voilà. Mais après, attention, je n'ai pas dit que les étirements n'étaient pas importants et pas super importants. Au contraire, les étirements sont super importants pour tout ça. Les étirements de souplesse, c'est-à-dire tenus long dans le temps, que ce soit actif ou passif, ils sont super importants pour tout ça. Mais du coup, on peut en déduire qu'il faut les mettre comme des séances
comme des séances, aux mêmes séances type qu'une séance de musculation. C'est-à-dire que je fais une séance de musculation sur les pecs, je ne vais pas étirer les pecs derrière en étirement, ça va être contre-productif pour la récupération, comme j'ai expliqué. Okay, on va essayer de mettre les séances d'étirement, de stretching pour gagner en souplesse, loin des séances de muscu, avec des muscles qui ne sont pas lésés et qui n'ont pas été sollicités par une activité physique. Okay, donc ça doit être pris en compte comme une séance au même titre qu'une séance de muscu. C'est une séance à part entière qui doit être faite de manière individuelle et loin des séances de muscu pour les raisons que l'on a dit. Voilà, j'espère que j'ai été clair pour ces explications. On aura l'occasion d'en reparler et d'en débattre, okay, pour ces explications. Voilà pour la récupération. Après, il est certain aussi que, ça vous pourrez le trouver aussi dans la littérature, le fait de s'étirer va permettre justement de gagner en souplesse, donc de s'étirer en dehors des séances, de gagner en souplesse, va permettre de gagner en souplesse et va permettre de faciliter aussi la circulation sanguine. Donc, ça aura une efficacité, hormis ce qu'on a dit, la prévention des blessures, mais en mobilité, etc. Ça aura aussi une efficacité de récupération après effort. D'accord? Mais pareil, on n'est pas sur des étirements post-effort, comme tous les gens font après les entraînements. Ok? Donc, pour résumer, s'étirer tout de suite après un entraînement, après avoir déjà tapé dans les fibres musculaires et les avoir lésés, zéro intérêt, d'accord? C'est même contre-productif, c'est même pas zéro intérêt, c'est contre-productif, d'accord? À la rigueur, ce type d'étirement dont j'ai décrit, juste une mise en tension, court dans le temps, et encore à la rigueur, c'est pas obligatoire. Voilà. Pour ces débats sur les étirements, comme je vous ai dit, on aura l'occasion d'en reparler en visio, c'est pas un souci, c'est intéressant. Il y en a peut-être d'entre vous qui ont des choses récentes qui peuvent venir appuyer ça ou avec lesquelles on peut discuter, donc ça pourrait être intéressant. Les facteurs limitants de la souplesse. Donc on va avoir le facteur anatomique avec la capsule articulaire qui est le plus gros facteur limitant à 47%, okay, le muscle à 41%, le tendon à 10%, la peau à 2%. Ça marche? La connaissance et maîtrise corporelle et le facteur neuromusculaire, d'accord? Le réflexe myotatique et le réflexe myotatique inverse, j'en ai parlé longuement tout à l'heure. S'étirer, donc là on est dans des étirements, on est revenu sur tout ce qui est étirement de souplesse, gain de souplesse. Hein. S'étirer, en fait, une séance d'étirement, c'est aussi dur qu'une séance de muscu et de renfort en termes de concentration, même peut-être plus compliqué. Ça demande autant de maîtrise musculaire parce qu'il faut maîtriser parfaitement les amplitudes, les réflexes myotatique inverse, les contractions, le relâchement du muscle que l'on veut tirer, les placements corporels. Enfin voilà, c'est aussi précis, aussi intense et aussi dur nerveusement qu'une séance de muscu. Très souvent, c'est vu comme une activité Dieu, machin, on s'étire. Non, c'est faux. Alors, la plupart des gens qui s'étirent, c'est comme la muscu, ils font n'importe quoi. Hein. Ils tiennent une position, ils ont aucune contraction, aucune concentration volontaire sur le muscle à étirer, ils n'ont pas toutes ces notions-là. Donc, en fait, ça sert pas à grand-chose. Mais si vous voulez être efficace sur un étirement, ça demande une grosse maîtrise corporelle. Ok ? Et le facteur psychologique, il rentre en compte lors de la position d'étirement mal adaptée au public, de la méthode employée, de l'approche pédagogique de l'enseignement et de l'aspect de la salle. Froide, sol dur, bruit, continuel d'une activité annexe, etc. D'accord? Donc, comme ça demande une grande concentration, une grande maîtrise corporelle, ça demande forcément un contexte, un milieu qui facilite cela. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on monte souvent une salle chauffée, une lumière plutôt tamisée, une musique plutôt douce, pour permettre de se concentrer correctement sur ces étirements. On termine avec la coordination. Donc la coordination, elle désigne la combinaison de mouvements préalablement dissociés et suppose une synchronisation dans l'exécution de ces actions motrices. Donc en fait, c'est l'assemblage de mouvements préalablement dissociés, ce qu'on appelle la coordination. Ça marche? Les qualités de coordination font appel à des qualités cognitives. Je ne vous redonne pas la définition de la cognition, vous la connaissez, j'espère par cœur, j'ai dû vous la donner 10 fois depuis le début de l'année. Ok? Ah ben, de toute façon, je l'ai mis en dessous, vous voyez. La cognition, pardon, je corrigerai la faute avant de vous l'envoyer. Je vais la corriger. La cognition est l'ensemble des processus mentaux qui se rapportent à la fonction de connaissance telles que la mémoire, le langage, le raisonnement, l'apprentissage, l'intelligence, la résolution de problèmes, la prise de décision, la perception, l'attention. Je suis trop gentil, je l'avais même remis, vous voyez, à l'époque. Donc, j'avais oublié que je vous l'avais remise. Donc voilà, vous l'avez une 11e fois, du coup, la définition de la cognition. En basketball, par exemple, la coordination nous permet de gérer plus ou moins bien en fonction des personnes, j'ai mis. D'accord, parce qu'effectivement, en fonction des personnes, on peut avoir de gros problèmes de coordination. Les différents travaux réalisés simultanément par les membres supérieurs et les membres inférieurs lors d'un shoot. Okay. Donc pareil, cette coordination, c'est une qualité physique qui est peu quantifiable par rapport à la force, on parle de kilos opposés, etc.
mais qui est très 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 importante et qui se travaille aussi. Il y a plein d'exercices de coordination à faire, à travailler. C'est la notion de cognition. Ben, je vais reparler de John là, parce que je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Il y a pas longtemps, il faisait l'exercice où il passait d'un doigt à l'autre. Alors, tac, 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 ok. Il passait d'un doigt à l'autre comme ça avec les deux mains opposées. Voilà, ça c'est de la coordination, hein, clairement. Donc ça fait vraiment appel à des qualités de cognition importantes et qui se travaillent au même titre que toutes les autres qualités physiques. Donc en fonction du niveau de coordination de vos adhérents, de votre athlète, vous aurez un travail à faire là-dessus. Voilà tout. Ça doit être terminé. C'est bien ça. Voilà pour l'ensemble de ces qualités physiques. Comme je vous ai dit, comme je vous l'ai dit, on se fera certainement si vous avez le besoin, une visioconférence sur ce diaporama-là pour poser vos questions, qu'on en discute. Il n'y a aucun problème. Il suffit juste, comme d'hab, de caler la date. Et on se retrouve, enfin, en tout cas, qui correspond à un maximum de personnes, on se retrouve pour une visio là-dessus. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou de nuit en fonction de quand vous regardez le diaporama. Et je vous dis à très vite. Allez, ciao!